Voilà. Donc, je crois que M. Grandhomme va nous commencer la conférence par la présentation d'un individu dont vous avez ici le portrait, d'un individu dont vous avez déjà entendu parler, M. Berthelot, d'accord, le général Berthelot. Et bien, cet individu va faire le lien, justement, un lien, il va constituer un lien très très fort entre la France et la Roumanie, et va marquer les esprits, marquer tellement les esprits que, eh bien, vous trouverez des noms de rues de M. Berthelot dans toute la Roumanie et à côté d'ici, enfin à côté d'ici, dans Bucarest. Puis laissez maintenant faire votre présentation. Et puis je rappelle d'abord la chose suivante, c'est qu'il faut que vous coupiez vos portables, si ça n'a pas été déjà fait, au cas où il y aurait un petit trou de mémoire de votre part, coupez, voilà, et puis que vous êtes là pour prendre des notes, et puis aussi pour relever, si lors de la conférence vous pensez à des questions, eh bien notez les questions et vous aurez la possibilité de les poser après l'exposé de M. Grand. Voilà. Professeur en lycée, en collège, donc ça me rajeunit un petit peu. Et puis peut-être, avant de commencer, vous expliquer en deux mots pourquoi je suis devenu, comme l'a dit vos professeurs. C'est-à-dire que pour les gens encore de nos générations, ou un petit peu plus âgés qu'eux, on a encore un lien direct avec la Première Guerre mondiale par notre famille. Donc c'est comme ça qu'on en a entendu parler étant enfant. Bon, moi j'ai eu la chance encore d'avoir un grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'était marié. Et il avait en plus une histoire assez particulière, puisque je suis originaire d'Alsace-Lorraine, donc il s'appelait comme moi, il s'appelait Grandhomme, il avait un nom bien français, mais il était soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale, puisque cette partie de la Lorraine était annexée à l'Allemagne. Donc une histoire déjà un peu particulière. Et une anecdote dont je me souviens, je devais avoir 5 ou 6 ans, alors est-ce que je m'en souviens ou est-ce qu'on me l'a raconté après, je ne sais pas trop. On était allé à Verdun, et il était là avec nous, et on visitait l'ossuaire de Verdun. À ce moment-là, un vieux monsieur s'approche de lui, et donc un ancien combattant, lui aussi, et il lui dit « Tu étais dans quel régiment, toi ?» Et mon grand-père n'a rien répondu, il a baissé la tête, parce qu'il n'a pas voulu lui dire qu'il était dans l'armée allemande. Donc on voit déjà une histoire qui était assez particulière. Visiter la Roumanie, donc c'était à l'époque de Ceausescu. On a commencé par être arrêté 8 heures à la frontière, avec des douaniers qui ont absolument désossé la voiture, cherché essentiellement des armes et des bibles, 2 articles interdits d'entrer en Roumanie. Bon, finalement on est passé, et puis tout de suite on s'est rendu compte, au premier arrêt à Oradea, des gens qui avaient vu notre voiture avec un F. À l'époque, il fallait bien mettre en évidence la nationalité de... Alors plus tard, bon, je suis entré à la fac d'histoire, et puis j'ai rencontré un professeur qui m'a proposé un sujet de thèse. Et ce sujet de thèse, c'était le général Berthelot et son action en Roumanie. Alors, je connaissais assez peu ce général, et j'ai fait sa connaissance. Alors, le voici. C'est un portrait qui se trouve encore aujourd'hui dans sa maison de famille, à Nervieux, qui est un petit village près de, pour simplifier, de Saint-Étienne, donc dans le département français de la Loire, qui monte dans l'échelle sociale sous Napoléon III, son père en tout cas, et qui donc sont au départ des enfants de paysans, et puis qui en 1 ou 2 générations, on va voir, son père était officier, puis lui il devient général, donc il arrive au sommet de l'échelle sociale de l'époque. Alors il n'a pas eu d'enfant, il avait un neveu qui est mort tragiquement, et donc il n'a aucun héritier direct, mais il avait des cousins, et c'est l'un de ses cousins qui a récupéré toutes ses affaires, dont ce tableau. Alors vous voyez ce personnage qui faisait près d'1,85 m, ce qui pour l'époque était assez rare, parce que les gens étaient plus petits qu'aujourd'hui, et il pesait selon les moments entre 100 et 150 kg. Donc c'était un géant, un personnage très imposant, et c'est lui que le commandant en chef français Joffre a envoyé en Roumanie. Alors on voit ici sa tombe, donc j'ai photographié sa tombe à Nervieux, et on remarque tout de suite les couleurs de la Roumanie sur cette tombe, une gerbe qui a été déposée par le gouvernement roumain en hommage à ce général Berthelot. Alors il est complètement inconnu en France aujourd'hui. Bon, même les plus grands généraux de la Première Guerre mondiale, si on arrête quelqu'un dans la rue, je n'ose pas vous demander à vous qui est Foch, qui est Joffre, bon, je ne sais pas si on aurait...
un certain nombre de monuments, notamment une statue à Iași, une autre statue à Marrakech, et une salle presque entière lui est consacrée aussi au musée militaire. Alors pourquoi est-ce qu'un soldat est devenu le symbole de l'amitié franco-roumaine? Quand vous demanderez à vos parents, à vos grands-parents, vous avez certainement chez vous, je dirais presque quelle que soit votre nationalité, que vous soyez français, roumain, libanais ou d'autres nationalités encore, pratiquement le monde entier a été impliqué dans cette Première Guerre mondiale. Donc vous avez certainement des vieilles photos, ou peut-être des vieilles cartes postales, des vieilles lettres dans une boîte à chaussures chez vous, qui émanent d'un arrière-grand-père peut-être qui a participé à cette guerre. Donc beaucoup de gens, ils sont 14. Il est entré en guerre en 1916. Alors pour parler vraiment très simplement, avant la guerre, les Roumains étaient alliés des Allemands. Ils étaient dans la triple alliance ou triplice avec les Allemands, les Autrichiens, Austro-Hongrois, et les Italiens. Donc en fait, ils étaient allemands. C'était le roi Carol, le roi Charles, qui était même Hohenzollern, la famille des Hohenzollern, c'est-à-dire la même famille que l'empereur d'Allemagne. C'était un cousin éloigné de l'empereur d'Allemagne. Donc c'est lui à l'époque qui faisait la politique étrangère du pays, même s'il y avait déjà un parlement, des ministres, des députés, et il a décidé de s'arrimer solidement à l'Allemagne et à l'Autriche. Et en 1914, ça paraît extraordinaire aujourd'hui, à l'époque d'Internet, des tweets et de l'information en direct, et aussi de la désinformation en direct, mais il y avait une quinzaine de personnes, pas exactement ce qu'il y avait dans le texte. Il n'y avait que le roi et quelques ministres qui le savaient. Alors en août 1914, au moment où l'Europe entre en guerre, il a été obligé de convoquer un conseil de la couronne, comme on disait, et de révéler à ses ministres, à l'ensemble du gouvernement, il avait convoqué aussi les chefs de l'opposition, la teneur du traité, c'est-à-dire que la Roumanie doit entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne si l'Allemagne entre en guerre. Et la très grande majorité de ces ministres a refusé d'écouter le roi. Ils étaient plutôt francophiles et ils refusaient d'entrer en guerre contre la France. Ils ont trouvé un argument. La France se bat dès le mois d'août 1914. La Roumanie négocie. Alors très vite, on a compris que la Roumanie n'entrera pas en guerre. C'est la Suisse, ou la Suède, les Pays-Bas pendant la Première Guerre, l'Espagne ne sont pas entrés en guerre du tout. Soit elle entre en guerre aux côtés des Alliés. Et en 1915, l'Italie fait le même chemin. Elle était alliée de l'Allemagne, elle entre en guerre aux côtés des Alliés. Donc il y a une pression en Roumanie pour que la Roumanie fasse la même chose. Mais ça va durer encore plus d'1 an. Alors il y a 3 personnages simplement qu'il faut citer. On ne va pas raconter toute la vie politique de la Roumanie de l'époque. Mais il y a donc le nouveau roi qui s'appelle Ferdinand. C'est le neveu de Carole. Carole a eu simplement une fille qui est morte enfant. Et donc il n'avait pas d'héritier. Donc c'est son neveu qui lui a succédé. Mais il est lui aussi allemand, né en Allemagne. C'est seulement son fils, Carole II, qui est le premier à être né en Roumanie. Donc l'avant-dernier roi, le père de Michel, le roi, j'allais dire actuel, il n'est plus roi, mais il est toujours en vie, qui a aujourd'hui 92 ans. Donc ce roi Ferdinand, il était, dans son âme, allemand. Et il a fait, on dirait aujourd'hui en psychanalyse, un vrai travail sur lui-même pour se dire qu'il n'était pas allemand avant tout, mais qu'il était d'abord roumain, puisqu'il était roi de Roumanie, et qu'il devait étouffer tous ses sentiments allemands, puisque le désir majoritaire des Roumains, c'était d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Alors il faut dire qu'il a été aidé, donc Regina Maria, elle a beaucoup de rues aussi, de places dans toute la Roumanie, d'après Ceausescu, bien sûr, à l'époque communiste, on n'en parlait plus. Donc elle était moitié anglaise, moitié russe, donc surtout de culture anglaise, hein, elle était élevée en Angleterre, donc elle était 100% pour les Alliés. Et elle a vraiment poussé son mari à entrer en guerre aux côtés des Alliés. Et le troisième personnage, c'est le président du Conseil, c'est-à-dire l'indépendance de la Roumanie en 1878. C'était une dynastie d'hommes politiques, comme c'était souvent le cas à l'époque, et même encore parfois aujourd'hui. Alors, ces 3 personnages, finalement, ont fait basculer l'opinion publique. L'opinion publique, c'était essentiellement les gens de Bucarest, d'un certain niveau social.
paysan roumain, c'était la grande majorité de la population. On ne le consultait pas beaucoup à cette époque-là. Donc 1916, entrée en. Donc on voit ici le roi Ferdinand, vous reconnaissez bien sûr le drapeau de la Roumanie royale derrière, qui n'a pas de grande différence avec le drapeau d'aujourd'hui, l'écusson royal au milieu, et on voit dans le bas de l'affiche l'ombre du Kaiser, c'est-à-dire de l'empereur d'Allemagne, qui est maintenant un ennemi de plus avec cette entrée en guerre de la Roumanie. Donc on voit Ferdinand présenté comme un roi guerrier, alors que c'était un personnage assez pacifique, disons dans sa vie personnelle. Autre affiche anglaise où le Kaiser dit à Ferdinand, toi aussi maintenant tu te dresses contre moi et n'oublie pas que Hindenburg combat de mon côté, donc Hindenburg le grand général de l'empereur d'Allemagne qui avait écrasé les Russes en 1914. Donc en gros, le Kaiser promet à la Roumanie qu'elle va être écrasée aussi. Et vous avez les arguments de l'époque, on combat pour la liberté, la justice. Alors pourquoi, c'est le moment d'en dire un mot, pourquoi finalement la Roumanie a penché du côté des Alliés? Parce que cette situation était assez confortable pendant la neutralité, hein, beaucoup de pays le lui reprochaient. Elle vendait du blé, elle vendait du pétrole aussi bien aux Allemands qu'aux Anglais ou qu'aux Français. Un certain nombre de personnages se sont beaucoup enrichis pendant cette période. Donc finalement, la neutralité les arrangeait bien. Mais il y a eu une question, c'est la question nationale. Alors, on va passer à une carte, puisque les historiens sont toujours quelque part des géographes. Je suis désolé qu'elle soit en anglais. Je n'ai trouvé qu'en anglais, mais enfin, c'est de l'anglais quand même d'origine latine en grande partie, on arrive à comprendre. Alors, vous voyez ici, en violet, la Roumanie de 1914. C'est ce qu'on a appelé après le Vieux Royaume. Donc indépendante en 1878, et d'abord sous forme de principauté, est devenue un royaume en 1881, donc avec le roi Prince, puis roi Karol. Alors en 1913, c'est la deuxième guerre balkano-rose, si on veut, qui se trouve là au sud. Et là, bien sûr, la frontière est une frontière naturelle. C'était la route de la frontière de l'époque. Là, vous avez des Roumains aussi, mais qui sont des sujets de l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie. Ça fait partie de la Hongrie. Vous en avez ici, donc c'est la Transylvanie et le Banat, qui sont hongrois à l'époque, mais la majorité de la population... Alors, c'est pas innocent parce qu'en Autriche et en Hongrie, la situation politique n'était pas la même. Par exemple, en Autriche, il y avait le suffrage universel. Donc, tout le monde pouvait voter, les hommes à l'époque, pouvaient tous voter. En Hongrie, c'était le suffrage censitaire, c'est-à-dire seuls les plus riches pouvaient voter. Donc ce n'était pas la démocratie complète en Hongrie, ça y ressemblait déjà beaucoup en Autriche. Et vous avez une dernière zone où vivent des Roumains à l'époque, c'est la Bessarabie. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir la plus grande Roumanie possible. Donc soit on s'alliait avec les Allemands et puis on essayait de récupérer la Bessarabie, soit on s'alliait avec les Anglais, les Français et les Russes. Nous avons donc le 27 août 1916 l'entrée en guerre de la Roumanie. Voilà comment la Roumanie entre en guerre. Donc, 14-18, ce sont des bœufs, donc ça va très lentement. Et lorsqu'il faut manœuvrer, évidemment, on est pris de vitesse par les Autrichiens et les Allemands, qui ont une instruction militaire plus ou moins développée parce qu'ils ont fait leur service avant. Alors, au bout de quelques semaines, c'est la catastrophe. D'abord une grande défaite dans le sud, justement dans le quadrilatère, c'est la défaite de Turtucaia en septembre 1916. 60 000 soldats roumains sont capturés en une seule fois. Ils étaient enfermés dans une forteresse assiégée par les Allemands et les Bulgares, ils se sont rendus. Bon. Donc c'est une déroute. Or, le quadrilatère est à peine à une centaine de kilomètres de Bucarest, donc l'ennemi est déjà tout près. Il va rapidement franchir le Danube pour avancer vers Bucarest. Et en même temps, par exemple à Sibiu, à Brasov, ovationné par une partie de la population roumaine, mais évidemment pas par la population hongroise, ni saxonne qui se trouve dans la région. Au début ça marche bien, et puis là aussi il y a une contre-attaque. Donc, pour simplifier aussi, il y a un mouvement en tenaille, des Allemands qui arrivent par le sud, par le Danube, et d'autres, Autrichiens et Allemands, qui arrivent par la Transylvanie, qui traversent les Carpates, et qui entrent dans le Vieux Royaume.
et tout le monde se dirige vers Bucarest. Et Brătianu, paniqué, va demander l'aide de la France. Alors voilà donc Berthelot qui est choisi pour être envoyé en France. Donc c'était un des proches de Joffre, le commandant en chef de l'époque, et ensuite il a commandé une armée. Et puis quelques centaines, ça va finir à près de 1200-1300 Français qui vont arriver ici. Alors ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. Donc Bucarest tombe le 6 décembre 1916, donc dans notre calendrier actuel, puisque à l'époque la Roumanie suivait encore le calendrier. Les Allemands, les Autrichiens et les Hongrois, mais aussi il y a des contingents bulgares et turcs. Donc ces 5 puissances occupent la Roumanie et c'est là que le front se réorganise. Alors ici on voit Berthelot en train d'inspecter des aviateurs. Un des grands apports de l'armée française en Roumanie, c'est l'aviation, qui n'existait pratiquement pas. Bon, les principaux terrains d'aviation, c'était ici même, autour de Bucarest, Otopeni déjà, Băneasa, Pipera, c'était les grands aérodromes. Les quelques avions roumains se trouvaient là en 1916, et donc on va envoyer des avions en Roumanie en pièces détachées par le bateau d'abord jusqu'à Mourmansk dans le Grand Nord russe, et ensuite par train jusqu'en Roumanie. Alors il y a une partie qui s'évapore en cours de route, surtout après la Révolution russe, mais quand même, plusieurs dizaines d'avions arrivent jusqu'en Roumanie. Ça va permettre de créer des escadrilles qui sont franco-roumaines, et même parfois avec des Russes et quelques Anglais. Donc on voit ici les uniformes assez divers des membres d'une même escadrille qui sont inspectés par Berthelot. Ici, un aviateur français de Roumanie, son avion a été touché par des tirs d'obus bulgares. Il a été fortement endommagé, mais il a réussi à revenir et à se poser, donc autour de Iași. Et vous voyez derrière les soldats roumains avec la casquette typique de l'armée roumaine de l'époque, qu'on retrouve aujourd'hui dans la tenue de parade de la gendarmerie, encore roumaine. Et donc ce soldat qui a survécu. Mais quelques aviateurs français ont été tués dans les combats en Roumanie, pourvus de ballons. Donc on a ici le ballon, pour les amateurs de détails techniques, c'est le système CACO, des ballons d'observation, donc qu'on laissait au-dessus des lignes pour observer les lignes adverses. Alors ils étaient parfois attaqués par les avions ou par des fusées déjà qu'on envoyait du côté allemand, mais la plupart quand même réussissaient à faire leurs observations. Donc il y avait un soldat qui était dans une nacelle et qu'on montait. 1914 était assez mauvais, mais en 2 ans les médecins ont beaucoup appris. Et ils vont essayer de faire part de leur expérience aux Roumains. Donc ici on voit ce qu'on appelle une ambulance. Alors, ce qu'on appelait une ambulance à l'époque, c'était tout un hôpital de campagne, c'était pas uniquement le véhicule comme aujourd'hui. Et donc on voit ici, c'est certainement un exercice, parce qu'ils n'ont pas l'air très affolés, un blessé qui est chargé dans une ambulance, la voiture cette fois-ci. Vous remarquez également la présence d'un prêtre orthodoxe, donc, qui est affecté à cet hôpital, et la présence de la Croix-Rouge. La Roumanie a reçu l'aide de la France, mais aussi de la Grande-Bretagne, plus tard des États-Unis. Également, il y avait des médecins belges et suisses qui ont œuvré ici en Roumanie, donc surtout à Iași, à Galați, dans les villes Botoșani, les villes qui étaient restées au pouvoir de l'armée roumaine, tandis que tout le reste du pays était occupé par les Allemands. Ici, une illustration de ce qu'on trouve dans toute la littérature de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, la fraternité franco-roumaine. Donc vous aurez bientôt à Bucarest une exposition qui va arriver, qui tourne dans toute la Roumanie, qui s'appelle Français et Roumains dans la Grande Guerre. Donc on a toutes ces photos. Alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sujet de ma thèse, justement, cette mission Berthelot. Donc on voit qu'au-delà de la légende, eh bien, les hommes étaient des hommes, donc par moments, ils ne s'entendaient pas. C'était toujours l'amitié, la fraternité, etc. Mais en fait, il y avait des problèmes entre Français et Roumains, comme il y en avait entre Roumains, puisque Averescu détestait l'autre grand général Prezan, et comme il y en avait aussi parfois entre Français. Donc ça restait des êtres humains. Mais globalement, ils ont fait du bon travail. Donc c'est tout simplement une génération qui n'avait pas beaucoup d'éducation, et donc qui se trouvait pris au dépourvu dès qu'il fallait prendre une décision, et on peut bien le comprendre.
en revanche des gens très robustes, courageux, patriotes. Alors des Français sont morts en Roumanie, je vous l'ai dit. Alors voici ici un officier de marine, parce qu'il y avait aussi une petite mission navale dans la mission Berthelot, qui a surtout travaillé sur les bateaux qui étaient sur le Danube, et un petit peu donc dans le delta, puisque le nord du delta était resté aux mains des Alliés, tout le reste était occupé par les Bulgares. Donc ici, cet officier de marine qui est mort dans un naufrage, mais donc ça compte quand même comme mort pour la France, bien sûr, hein, ceux qui sont morts de maladie, d'accident, ils sont aussi morts pour la France, pendant leur service. Donc ici, il n'a même pas 30 ans, et il s'est noyé donc près de Sulina, dans le delta du Danube. Leur navire a été renversé par une tempête, et 5 officiers et sous-officiers français se sont noyés. On a retrouvé le corps de quelques-uns d'entre eux ensuite qui a été rejeté sur le rivage par la mer. Alors ici, il s'agit d'une annonce portuaire telle qu'on les trouvait à l'époque, donc que les gens glissaient dans leur missel, c'est-à-dire le livre qu'on emmenait à la messe, à l'époque où la messe était en latin. On avait d'un côté la messe en latin, puis de l'autre côté c'était traduit en français pour que les gens puissent comprendre ce qui se passait. Et donc on avait l'habitude de glisser les images mortuaires dans les missels. Dans certaines de vos familles, peut-être vous en avez encore, parce que ça ne se faisait pas seulement en temps de guerre, bien sûr. On faisait des images mortuaires pour des gens morts en temps de paix. Ici, le roi Ferdinand, la reine Marie, en train d'inspecter l'armée roumaine reconstruite grâce à Berthelot et aux généraux roumains dans l'hiver de 16-17. On voit une grande cérémonie au drapeau. Le soldat roumain typique, une image colorisée. On voit que maintenant il a l'uniforme français, et en partie français. Ici, on ne le voit pas bien, le prince Carol, futur roi Carol II, qui est avec un officier français. Donc on reconnaît les officiers français à cette croix qu'ils ont sur le képi, qui est toujours actuelle. Et ils sont en train d'observer l'ennemi dans une tranchée. Alors je précise que dans l'armée allemande qui a envahi la Roumanie, il y avait le propre frère du roi de Roumanie, qui lui était donc resté prussien, tandis que son frère était devenu roi de Roumanie. Donc c'est donc la reine Marie, qui était un personnage, selon les canaux de l'époque, considéré comme une très belle femme, et qui était succincte, une amoureuse de la vie, hein, c'est-à-dire que bon, le roi n'était pas son seul compagnon, et elle a, dit-on, aussi puisé dans la mission française. Mais bon, c'était une femme qui était moderne, selon les critères d'aujourd'hui, et serait considérée comme une vue aussi les lignes avec un appareil d'optique. Et on le voit ici en train de discuter avec Prezan, donc ce général roumain, qui était d'origine, son grand-père était français d'ailleurs, d'où son nom, présent. Et il est l'un des 2 maréchaux roumains de la Première Guerre mondiale, avec son ennemi Averescu. Le gouvernement les a fait tous 2 maréchals pour... Derrière, vous voyez les officiers français et roumains, apparemment, en train de discuter joyeusement. Alors la langue qu'ils parlaient, eh c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient éduqués en Roumanie à cette époque parlaient le français. Donc les officiers roumains parlaient en français avec les Français, mais on sait quand même que de nombreux officiers français ont appris le roumain, ne serait-ce que pour parler avec le simple soldat, qui lui ne parlait pas le français. Alors, avez bien sur la photo à quoi ça correspond. Donc, pourquoi je vous montre cette photo? Ça veut dire que les ministres français sont venus jusqu'en Roumanie. Le front roumain était considéré comme très important. Et il s'agit ici même d'un ministre socialiste. Alors, avant la guerre, les socialistes étaient pour la paix. Mais au moment où la guerre a commencé, ils se sont ralliés à ce qu'on appelle l'Union sacrée. Et donc, ils ont rejoint l'effort de guerre de la France. Alors, toutes ces photos, elles ont été prises par le service historique de l'armée française. Donc le Prussien dans toute sa splendeur de l'époque. Ici, il est dans un uniforme des hussards de la mort, donc ce qui explique la tête de mort sur la toque. Et c'est déjà, on l'a déjà appelé le bourreau de la Serbie, parce qu'en 1915, il a envahi complètement la Serbie, il a détruit l'armée serbe. Donc c'est lui qu'on a envoyé aussi contre la Roumanie. Alors, il réside à Bucarest pendant 2 ans, et on connaît encore sa villa d'ailleurs, et c'est à côté du Palais Royal. Et que le blé, les légumes, enfin la Roumanie était une grande puissance agricole. Donc tout ça va être envoyé en Allemagne et en Autriche. Et les gens en Roumanie vont vivre de manière très difficile, surtout dans les villes, où on va avoir manque de pain, manque de légumes,
des queues devant les magasins, bon, scène que malheureusement on a revue sous Ceausescu plus tard, en temps de paix, mais là c'était au moment de l'occupation. Alors voilà même un journal qui était publié en Roumanie pour les Allemands de Roumanie et pour les Roumains germanophiles, parce qu'il faut le dire aussi, il y avait une partie de la classe politique qui est restée à Bucarest et qui a collaboré avec les Allemands, notamment le grand homme politique conservateur Mark Ghiloman et quelques autres, Arion, Stéré, qui étaient des hommes politiques à l'époque. Alors certains ont même eu pour objectif de réunir la Roumanie à l'Autriche, que l'empereur d'Autriche devienne roi de Roumanie et que tout cela fasse un seul État. Et on avait même pensé dans un premier temps à ce que le roi de Roumanie soit Otto de Habsbourg, le fils de l'empereur, qui est mort il y a 2 ans seulement, à presque 100 ans. Et ce personnage, j'avais même eu l'occasion de le rencontrer, se souvenait effectivement que quand il était enfant, on lui avait parlé de ça, qu'il deviendrait peut-être roi de Roumanie. Alors ici, c'est la visite de Guillaume II en Roumanie, l'empereur d'Allemagne, qui visite notamment les champs de pétrole roumains. Les Roumains, avec leurs conseillers français, et puis un petit peu britanniques, et aussi beaucoup de Russes. Les Russes étaient les alliés des Roumains, mais ils ne les ont pas beaucoup aidés. Alors voilà Berthelot décorant des soldats roumains, ce sont bien des soldats roumains, mais qui ont l'uniforme des poilus français. Donc il leur donne l'accolade. Ici, des grandes batailles, et ici la plus importante, la bataille de Marachești. Donc on voit le mausolée pour les héros, donc les combattants de Marachești. Un mausolée qui vient d'être rénové dans le cadre des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors, on n'est pas tout à fait aux 100 ans, puisque c'était 1917, mais on va y arriver bientôt, et il y a un musée aussi complètement rénové qui va être ouvert. Alors si vous avez une petite culture d'histoire ancienne, c'était le modèle de ce monument. Alors malgré la résistance des Romains à Marachești, eh bien, ils sont obligés de conclure une paix séparée en mai 1918. Pourquoi? Parce que les Russes les ont complètement abandonnés. C'est la révolution. Révolution d'abord de février, les Russes continuent, puis la paix des Russes à Brest-Litovsk. Et donc la Roumanie se retrouve complètement isolée. Elle ne peut plus être ravitaillée de nulle part, puisque tout le sud et l'ouest sont occupés par les Allemands. Et au nord, les Russes empêchent maintenant les Français et les Anglais de voyager librement, donc on ne peut plus passer. Et bien sûr, au sud-est, c'est la Turquie qui est aussi, et la Bulgarie qui sont aussi des alliés de l'Allemagne, donc il n'y a plus aucune possibilité. Alors la Roumanie signe la paix séparée, on voit ici Mark Ghiloman, le Premier ministre germanophile, signant la paix. Cependant, cette paix n'a jamais été ratifiée par le roi, donc il y a une sorte de carte postale de propagande ici, donc le chemin de la victoire à travers la Roumanie, donc on a balayé les Roumains. Voilà ce qui... Alors voilà les puits de pétrole qui étaient un des grands objectifs de l'armée allemande, donc qui sont exploités par les Allemands et les Autrichiens. Il s'agit ici d'une carte postale qui a été envoyée par un soldat alsacien à sa famille, soldat alsacien qui était dans l'armée allemande, donc comme mon grand-père dont je parlais, lui il était en Serbie, mon grand-père, et celui-ci était en Roumanie, donc j'ai trouvé ça au marché aux puces à Strasbourg, tout simplement, en fouillant un peu dans les cartes postales. Je tombe sur une carte postale de la Roumanie et je réussis à neutraliser, comme vous l'imaginez. Il l'a fait tout simplement abattre. Plus tard, dans les années 30, donc là, il y a le jeune bolchevique, et il attaque le train des Français. Alors le voilà sur le front de France. Il est ici, donc c'est une photo qui est prise avant son départ en Roumanie, mais il va retrouver ce genre de scène ensuite sur le front de France. Il combat autour de Reims. Donc vous voyez le tour de, non pas de poitrine, mais de ventre des deux personnages, Joffre et Berthelot. Et donc Berthelot est un personnage immédiatement reconnaissable par les soldats roumains, qui croyaient qu'il s'appelait Burtelo, c'est-à-dire gros ventre, et ils pensaient que c'était son nom. Donc voilà une photo de Berthelot en 1918. Entre-temps, il a été envoyé aussi en mission aux États-Unis pour accélérer l'arrivée des soldats américains en Europe. Et ce journal montre septembre 1918 la capitulation de la Bulgarie. C'est-à-dire qu'il y avait une armée française en Grèce, à Salonique, et en septembre, vous avez vu ça dans le film Capitaine Conan, en septembre, c'est la grande offensive qui provoque l'effondrement du front bulgare. Et à ce moment-là, on va rappeler Berthelot en Orient, comme on disait, on appelait ici l'Orient.
Berthelot est envoyé en Grèce, et de là, il prend la tête d'une armée, l'armée du Danube, qui va remonter vers la Roumanie. Le 10 novembre 1918, l'armée du Danube franchit le Danube, à Giurgiu. Ce sont les deux derniers tués français de la guerre contre l'Allemagne en Roumanie. Ils sont tués au moment, quelques heures plus tard, c'est l'armistice sur tous les fronts. Et donc, elle se retrouve dans le camp des Alliés, ce qui est très important pour les négociations. Elle est considérée de nouveau comme un allié, bien que le président du Conseil français, Clémenceau, considère les Roumains comme des traîtres, parce qu'ils ont fait une paix séparée. Alors c'est tout le travail de Berthelot, de la Reine Marie, de montrer aux Alliés que les Roumains ne sont pas des traîtres et qu'ils sont de bons alliés. Ici, l'entrée de Berthelot dans Bucarest, 1er décembre 1918, le soldat roumain qui retrouve leur capitale. Je vais aller un peu plus vite. Berthelot ici à Iași, au moment de l'enterrement d'un général français qui est mort à Iași. On continue de mourir après la guerre. De quoi meurt-on surtout? De la grippe espagnole, qui est, les historiens pensent, la plus terrible épidémie de toute l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a peut-être fait 40 millions de morts, donc 4 fois plus que la guerre. Après la guerre, la maison de Berthelot à Iași. Donc vous remarquez assez vite que la photo est ancienne, puisqu'on ne voit que quasiment des Dacia 1300, qui était pratiquement la seule voiture qui existait à l'époque de Ceausescu. Cette maison existe toujours. Il y a une plaque qui indique que Berthelot a vécu ici. 1er décembre, l'assemblée d'Alba Iulia. Donc je reviens à ma carte. Le vieux royaume va s'agrandir de la Transylvanie et du Banat. C'est l'union du 1er décembre. Quelques jours auparavant, la Bucovine s'est également réunie à la Roumanie. Et même au mois d'avril 1918, au moment de l'occupation allemande, la Roumanie a récupéré la Bessarabie. Donc on a ici la grande Roumanie de l'entre-deux-guerres, dont les frontières ne sont plus tout à fait celles de la Roumanie d'aujourd'hui, puisque en 1947, la Roumanie a perdu le quadrilatère, et il était peuplé presque uniquement de Bulgares, donc ça n'a pas provoqué de grandes émotions. En 1940, la Bucovine et la Bessarabie ont été occupées par les Russes, par les Soviétiques, qui ne les ont jamais rendues. Les Roumains les ont reconquises un tout petit moment entre 1941 et 1944, lorsqu'ils étaient alliés des Allemands. Et ensuite, Staline les a récupérés. Donc c'est la République de Moldavie d'aujourd'hui. Et ici, c'est un bout de l'Ukraine. Mais il y a encore des gens qui parlent roumain, bien sûr, surtout en Moldavie, mais même encore en Ukraine. Donc la Grande Roumanie est née des traités. Et je vais terminer avec un peu des images du souvenir de la guerre. Alors ici, deux frères qui se retrouvent après la guerre. Donc l'un était dans l'armée hongroise, l'autre dans l'armée roumaine. Ils étaient tous les deux originaires de Transylvanie, mais l'un a été passé en Roumanie avant la guerre. Il s'est engagé dans l'armée roumaine. Donc c'est ce qu'on retrouve en France, par exemple, avec les Alsaciens. Ils étaient dans l'armée allemande et parfois d'autres dans l'armée française. Ici, Berthelot qui fait toute une tournée en Transylvanie après la guerre. Ici, il est assis, ici devant le Parlement de Budapest. La guerre a continué contre les Hongrois. Et voici l'occupation de la capitale de la Hongrie, la revanche de 1900, tout à fait héroïque. Donc vous voyez ici le mitrailleur roumain, tous ses copains sont tués, ils continuent à mitrailler les Allemands. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Vous avez les héros de la guerre, donc les différents membres de la famille royale. Vous reconnaissez Berthelot en bas, donc au centre, une place de choix. Les généraux roumains. Le soldat roumain, c'est aussi le prisonnier. Alors là, c'est un autre lien avec la France. Les Allemands ont fait de très nombreux prisonniers roumains. Et ils les ont emmenés parfois très loin de chez eux, ils les ont emmenés jusqu'en Alsace et en Lorraine. Voici un soldat roumain prisonnier. Voici son état quelques mois plus tard. Donc ils sont très amaigris, malades. Beaucoup sont morts, surtout de maladies, de froid, de faim. L'hiver 1916-1917 qui décrivent ce triste sort. Et donc aujourd'hui ils sont enterrés, notamment à Sulzmatt en Alsace. Ici, on n'arrive pas à lire l'inscription en dessous de la croix. Les présidents roumains sont venus, depuis Iliescu jusqu'à Basescu. Le roi Michel est venu. Les personnalités roumaines viennent toujours à ce cimetière de Sulzmatt. Et Berthelot, lui, a reçu
il a gardé des amis roumains et est revenu tous les ans en Roumanie, après la guerre. Donc ici, le ministre Constantinescu Fărcădin de Jos, un petit village près de Hunedoara, et qui, donc, ici, carte postale qu'il envoie à son cousin. La maison toujours. La maison à la fin de l'époque communiste, elle a été, je n'ai pas de photo, mais elle a été complètement réhabilitée grâce à des fonds norvégiens et islandais. Et c'est un conservatoire de la biodiversité aujourd'hui. Et le village a changé de nom et s'est fait appeler Général Berthelot. Alors déjà dans les années 30, et il a repris son nom au début des années 2000, à la suite d'une consultation populaire. Ici c'est à Bucarest, vous connaissez sans doute ce monument, Jardin Cismigiu, monument aux héros français, sculpté par Ion Jalea, sculpteur roumain manchot, qui avait perdu son bras pendant la guerre. Le cimetière de Bellu, qui est en pleine rénovation aujourd'hui. On refait les tombes, donc tombes de soldats français de l'armée du Danube qui sont morts surtout en 1919 de la grippe. Berthelot devant la tombe du soldat inconnu de Bucarest dans les années 20, de ses dernières visites en Roumanie. Ici, les tout derniers membres de la mission Berthelot, on voit dans les années 1970. À ma connaissance, le dernier est mort en 1983, à l'âge de 100 ans. Et le musée militaire national, je terminerai là-dessus, donc le souvenir de la guerre qui est entretenu ici en Roumanie dans divers lieux de mémoire, dont le musée du roi Ferdinand. Donc char qui n'a pas été utilisé pendant la guerre, mais pendant la guerre contre les bolcheviks hongrois, donc en 1919, pour la conquête de Bucarest. Alors voilà les traces, avec ces échanges culturels, notamment les médecins français qui ont fait des élèves en Roumanie, et tous ces officiers qui étaient souvent par la suite, certains d'ailleurs se sont mariés avec des Roumaines et sont restés en Roumanie. Merci de votre attention. Donc si je ne vous ai pas trop assommé, je suis prêt bien sûr à répondre à quelques questions. Est-ce que vous pourriez revenir juste sur les cimetières? Vous m'avez évoqué tout à l'heure le fait que parmi les soldats qui étaient venus se battre du côté français, on avait également une France coloniale. Et est-ce que vous pourriez revenir sur cette question-là? Parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de... Oui, il y avait hier 2 cérémonies, l'une à Constanța, l'autre à Slobozia, de réinauguration de cimetières de la Première Guerre mondiale qui étaient dans un état un peu délabré, donc qui ont été refaits, et à la fois par le gouvernement français et par les autorités roumaines locales qui sont très fiers de posséder ces cimetières. Alors à Constanța, c'est un cimetière où il y a des tombes essentiellement de soldats de l'armée du Danube, donc de 1919, qui étaient là. Les Bulgares ayant été chassés, l'armée française a occupé la zone avant que l'administration roumaine revienne. Et donc ces soldats sont morts de cette forme très virulente de grippe de cet hiver-là. Ils sont enterrés là. Parmi eux, il y a un Tonkinois, c'est-à-dire un Vietnamien, qui n'a pas de croix. Il était certainement bouddhiste, il y a une stèle, qui faisait partie de ces régiments français qui étaient là. À Slobozia, on a près de 150 tombes d'Algériens, dont un seul est identifié. Une grande famille algérienne ralliée à la France, puisqu'il était officier dans l'armée française, il était médecin, enfin infirmier, et donc il est devenu médecin de ce camp, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient quelques notions de santé, et il a été fusillé à la suite d'une tentative d'évasion. Donc il a un monument au centre-ville et il a sa tombe qui est la seule identifiée. Les autres soldats algériens qui sont enterrés à Slobozia sont aussi des prisonniers. Donc ils ont une histoire un peu différente d'autres prisonniers russes ou serbes ou d'autres nationalités pour travailler dans les fermes. Mais ils ont été très mal nourris, très maltraités, donc ils sont morts en grand nombre aussi d'une autre maladie, le typhus, une fièvre qui vous tue en quelques jours, surtout en 1917, donc qui était vraiment l'année la plus dure, 1917-1918. Donc je vous expliquais tout à l'heure, les Roumains n'avaient plus rien à manger, donc vous imaginez bien qu'on en donnait encore moins aux prisonniers, et donc ils étaient vraiment les plus vulnérables. Alors il y avait hier un imam qui a récité la prière des morts pour ces prisonniers algériens,
Et dans le même cimetière, il y a d'ailleurs aussi des musulmans turcs, mais qui eux étaient dans l'autre camp, donc qui combattaient contre l'armée française. Il y a aussi, c'est une chose peu connue, mais qui a existé, alors j'en dis juste un mot, des Algériens et des Tunisiens qui ont été retournés par les Allemands et les Turcs. Eux, au contraire, ils ont été mis dans des camps de faveur. On leur a construit une mosquée, on les a bien nourris, on leur a donné de la nourriture halal, etc. Et on a essayé de les convaincre de renier l'armée française et de combattre aux côtés de leurs frères musulmans turcs contre les Français. Et on en a trouvé quelques centaines qui ont accepté. Alors ceux-là, ils sont partis à Constantinople, à Istanbul. Et ceux de Slobodja sont justement ceux qui ont refusé, par fidélité à la France, et qui ont été donc particulièrement maltraités, et qui ont été en Algérie, étaient côte à côte avec l'ambassadeur de France pour cette cérémonie. Il y avait également l'attaché de défense de France, et puis de différents autres pays qui étaient là, auprès de l'ambassadeur, disait ministre des États-Unis à l'époque, puisque la Roumanie étant considérée comme un petit pays, n'avait pas d'ambassadeur, mais de ministre plénipotentiaire. Et il y a eu ces médecins, donc une mission médicale américaine, qui est arrivée par Vladivostok, a traversé toute la Russie jusque Iași. Et pas de soldats américains en Roumanie, ni même en 1919. Oui ? Quels sont les antécédents de la participation de la France et l'Allemagne ? Oui, alors c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, tout ça ne vient pas de nulle part. Pourquoi est-ce que Brătianu fait appel à la France? C'est parce que d'abord il a fait toutes ses études à Paris, comme la plupart ce qu'on appelait les boyards roumains de l'époque, les grandes familles, faisaient leurs études en France, parfois un petit peu à Bruxelles, à Genève aussi, mais essentiellement à Paris. C'est une tradition qui remonte à la fin du XVIIIe siècle déjà. On a beaucoup de Roumains qui participent par exemple à la Révolution de 1848. Donc ces jeunes sont tous des aristocrates, mais ils sont jeunes, alors ils ont des idées de gauche si vous voulez, et donc ils se retrouvent sur les barricades contre le roi Louis-Philippe. Bon, quand ils reviennent en Roumanie, en général, ils reprennent leurs esprits et ils vont redevenir des grands propriétaires qui exploitent leurs paysans et leurs idées sont un petit peu mises de côté. Mais ces gens aiment la France pour la plupart. Ils ont confiance aussi dans l'armée française parce qu'en 1914, elle a vaincu les Allemands sur la Marne et donc Brătianu et les autres vont faire appel à la France à cause de cela. J'ai dit aussi beaucoup de mariages franco-roumains, il y a beaucoup d'échanges d'écrivains, même de scientifiques, et donc c'est tout naturellement qu'on se tourne vers la France, mais il ne faut pas oublier, et l'historien doit être, qui sont conservateurs, c'est l'antipode de leurs valeurs. Donc eux, ils ont plutôt pour modèle la monarchie autrichienne ou la monarchie allemande, et également ils sont germanophiles parce qu'ils sont anti-russes. Et comme la France est alliée de la Russie, ça les conduit dans les bras de l'Allemagne. Donc il y a un petit peu toutes les opinions qui existent. Oui ? Est-ce que l'intervention des médecins français en Roumanie a eu un impact sur... Ils étaient déjà influencés par les nouveautés qui existaient en France, notamment l'influence de Pasteur et la vaccination. En étudiant cette mission médicale, des avancées notables dans le domaine des grands brûlés, puisqu'on avait inventé une espèce de pâte, de pommade qui s'appelle l'ambrine, et qui apparemment faisait beaucoup de bien aux gens qui avaient été brûlés par un obus ou dans un avion. On avait à la télévision française de très nombreux reportages, presque en direct déjà à l'époque sur la Révolution. Et beaucoup de médecins étaient passés à la télévision parce qu'ils soignaient les blessés, comptaient les morts, etc. Et le grand public français a redécouvert que tous ces médecins, ou presque, parlaient français. Donc il y avait une tradition qui avait été maintenue. Et on disait même que la médecine roumaine est de très bonne qualité. Ce qui ne va pas, c'est le manque de matériel, mais que la formation des médecins était très bonne. Et donc l'école française, entre autres, pas la France qui a tout fait non plus, mais était encore présente. Oui. Je peux me permettre de poser une question. Puisque comment les rapports militaires étaient très étroits ici et la réorganisation de l'armée roumaine s'est faite par Brătianu, qu'est-ce qu'il en est resté après la guerre? Voilà, c'est un peu une déception pour la France. C'est-à-dire que la France a beaucoup investi en Roumanie, donc je vais expliquer
l'espèce, c'était pas un pont aérien, mais le pont maritime qui a envoyé en Roumanie des tonnes et des tonnes de matériel. Donc je n'ai pas parlé de tout, mais il y avait des canons lourds, il y a même un sous-marin qui est arrivé en pièces détachées, qui a été monté dans les Bouches du Danube. Donc on a beaucoup de matériel. Alors d'abord, ce matériel n'a quasiment jamais été payé, finalement, par la Roumanie, donc c'est un cadeau. Alors que les visites de Berthelot ne sont pas uniquement des visites d'amitié, hein, il vient aussi là pour rappeler qu'il a été à l'origine l'un des pères de la Grande Roumanie. Bon. Et beaucoup de déceptions parce que, alors ce sont les clichés de l'époque, alors on va parler de l'indolence roumaine, l'insouciance roumaine, bon. On s'endort dans la paix, on ne se prépare plus à la guerre, on n'achète plus de matériel. Bon, il y a quand même la création en 1927 de la société IAR, qui est une société aéronautique, où une perte d'influence progressive, avec la montée en puissance de l'Allemagne, effectivement, qui s'explique en grande partie par la peur des soviétiques. Donc les Roumains, comme les Polonais, comme les Yougoslaves, se sentant beaucoup plus menacés par l'Union soviétique que par l'Allemagne, et pensant que la France ne pourra pas les aider en cas d'agression soviétique, vont se rapprocher de l'Allemagne. Donc c'est le cas du roi Karol, c'est le cas des Polonais jusqu'en 1938, ensuite ils s'éloignent de l'Allemagne, et c'est le cas aussi de la Yougoslavie, donc ces dictatures. Il n'y a que la Tchécoslovaquie finalement qui reste fidèle alliée à la France, et que la France abandonne pieds et poings liés en 1938. Donc c'est vraiment un fiasco cette alliance en Europe centrale. Oui. J'ai une question. Il existe un livre roumain qui s'appelle La forêt des pendus. Il parle d'un soldat de Transylvanie qui luttait contre la Roumanie du côté autrichien. Il y a eu beaucoup de cas, et à la fin il déserte. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, de Roumains qui luttaient au début du côté des Autrichiens et ensuite passaient la frontière ou l'inverse. Oui, alors c'est un roman autrefois bien connu en Roumanie, et encore, je le vois grâce à vous, de Liviu Riche, donc se sont retrouvés même officiers dans l'armée hongroise. Et alors il y a un problème historiographique, c'est-à-dire comment on a raconté l'histoire. Après 1918, on a eu tendance à dire que tous les Roumains de Transylvanie n'avaient qu'une seule idée, c'est de déserter pour rejoindre l'armée roumaine. Tout comme on a dit en France, tous les Alsaciens, que finalement, pendant la plus grande partie de la guerre, la plupart des gens sont légalistes. C'est-à-dire ils ont été élevés dans une certaine culture, la monarchie hongroise, la monarchie allemande, et quels que soient leurs sentiments, ils sont fidèles à leur souverain, ils sont fidèles aux autorités, et donc ils servent dans l'armée de leur pays. Et qu'il y a des cas de désertion, mais qui sont assez peu nombreux. Donc ils existent, ce n'est pas une invention. C'est seulement les Italiens du Trentin qui étaient autrichiens. Donc il faut se méfier des vainqueurs qui ont écrit l'histoire, alors qu'elle était peut-être beaucoup moins nette que ça. C'est valable aussi pour les Tchèques, pour les autres. Ce poids de la fidélité. L'officier prêtait serment sur la Bible. Mais il y a eu ce qu'on appelait les légions transylvaines. Les Alliés ont recruté des prisonniers transylvains pour les encadrer contre les Hongrois. Donc ça existait, ils ont été notamment à Iași en 1917-18. Ils ont un petit peu combattu sur le front. Alors le problème, et vous avez le cas qui est décrit dans ce livre, s'ils étaient capturés, ils étaient exécutés. Ils n'étaient pas des simples prisonniers de guerre, ils étaient exécutés comme des traîtres. Et donc c'était très dangereux pour eux. Oui. Vous avez parlé des prisonniers allemands qui ont emmené l'Alsace-Lorraine. 1990 de Jean Nouzy, qui est le livre de base, Le calvaire des prisonniers roumains en Alsace-Lorraine. Donc ce monsieur avait réussi encore à recueillir beaucoup de témoignages dans les années 1980 de gens qui étaient enfants ou jeunes adultes à l'époque dans les villages d'Alsace et qui ont raconté toute cette histoire. Donc il y a cette hécatombe vraiment entre janvier 17 et avril 17. Et après, ils sont un peu mieux traités, les survivants donc vont tenir le coup jusqu'à l'armistice. Et à ce moment-là, ils sont libérés par l'armée française lorsque l'armée française rentre d'abord en Alsace-Lorraine, et puis il y en avait aussi dans tout le reste de l'Allemagne. Donc ils font partie des clauses de l'armistice. Carte de circonstances historiques tout à fait imprévisibles au départ.
C'est-à-dire qu'elle a à la fois gagné des territoires sur l'ennemi, les Hongrois, les Bulgares, les Autrichiens, bon, ce qui était imaginé, même si Brătianu n'était pas content. Il voulait encore un petit morceau du Banat que les Serbes ont eu, et il voulait éventuellement même des territoires au-delà du Dniestre, en direction d'Odessa, où il y a aussi encore des gens qui parlent roumain. Bon, mais il a quand même réussi à bien manœuvrer à la conférence de la paix, parce que Clemenceau lui était hostile au départ. Alors qui a vraiment plaidé la cause de la Roumanie? C'est Marie, qui a fait toute une tournée à Paris, en Angleterre, même en Amérique, et Berthelot, parce qu'il aimait bien les Roumains, mais aussi parce qu'il aimait bien les Français, et considérait qu'une grande Roumanie alliée de la France, c'était la France présente en Orient. Donc c'était l'intérêt de la France que la Roumanie soit la plus grande possible, à la fois pour attaquer les Allemands si jamais ils recommençaient une guerre, et à la fois pour surveiller la frontière soviétique. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si ça marche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous pourriez juste nous rappeler vraiment en très peu de temps, pour que les élèves notent au moins cela, pour conclure, la chronologie de la présence française et puis de la Roumanie dans la guerre en quelques dates clés. Voilà, merci. Vis-à-vis des Allemands, donc ça c'est déjà une première étape décisive, elle commence à changer de camp. Ensuite ce sont les négociations pendant 2 ans. Août 1916, entrée en guerre de la Roumanie. Alors on ne va pas détailler les batailles, mais retenons peut-être quand même le 6 décembre, entrée des troupes ennemies dans Bucarest, donc occupation de Bucarest par les Allemands, Autrichiens, Turcs et Bulgares. Donc la Roumanie se date juillet à septembre 1917. Les grandes batailles, dont celle de Marachești, on va citer uniquement ce nom-là, qu'on a appelé le Verdun roumain, donc où les Roumains réussissent à empêcher les Allemands d'occuper justement ce petit bout de Moldavie qui reste libre. On peut citer ensuite décembre 1917, c'est l'armistice. Donc pour les Russes, c'est signé à Brest-Litovsk, mais pour les Roumains, donc l'armistice débouche sur un traité de paix entre le gouvernement germanophile et les puissances centrales, donc les Allemands et leurs alliés. Avril 1918, union avec la Bessarabie. Donc c'est un peu le cadeau de consolation des Allemands. On vous a vaincu, on vous a écrasé, mais on vous donne la Bessarabie. Novembre 1918, entrée des troupes de l'armée du Danube en Roumanie. Donc le 10 novembre, là on peut donner le jour parce que c'est important. Le 10 novembre, retour des troupes françaises en Roumanie avec Berthelot. Seconde entrée en guerre de la Roumanie. Traité de paix est annulé. Et donc 11 novembre, armistice général. 28 novembre, c'est l'union avec la Bucovine. Et le 1er décembre, union avec la Transylvanie. Alors, union, je prends le vocabulaire en usage en Roumanie. Bon, si on était en Hongrie, on dirait annexion. Mais vous voyez, le vocabulaire n'est pas innocent. Et pour terminer, on peut dire donc mars à août 1919, guerre contre les bolcheviks hongrois. Béla Kun était leur chef. Et donc, août 1919, l'armée roumaine entre dans Budapest. Et en même temps, pour terminer, il n'y a pas de... Disons, il y a des dates, mais enfin, il y a une espèce de guerre permanente. Guerre contre les bolcheviks russes sur la frontière de Bessarabie, en fait, depuis l'année 1918 jusqu'à 1921-22, il y a encore de nombreux incidents sur cette frontière. N'est reconnue qu'en 1924. Donc pour terminer, on entre dans une seconde phase où la Roumanie est considérée pour éviter la contamination de l'Europe par le communisme. Déjà à l'époque, on parlait comme ça.